Bonjour à tous. Donc, d'où vient cette acceptation de la consommation d'alcool dans la maison? En fait, ça vient il y a 15 ans. L'équipe de l'époque s'est rendue compte qu'il y avait énormément de problèmes au niveau de comportement, de violence. Et ils pensaient que c'était dû surtout à la consommation d'héroïne. Donc ils ont entamé une intervision avec le centre Alpha qui a eu comme conclusion en fait que les comportements étaient surtout dus au fait que les personnes ne pouvaient pas boire d'alcool dans la maison, ce qui entraînait des comportements violents. Donc suite à ça, ils ont décidé d'accepter la consommation d'alcool dans la maison et ça se fait via deux règles très simples, qui est que la personne doit boire dans sa chambre et que les comportements qui sont induits par la consommation d'alcool ne doivent pas être une excuse ou en tout cas ne doivent pas entrer dans l'évaluation des comportements de la personne. Par exemple, quelqu'un qui va être mort sous et qui vomit partout, il ne peut pas nous dire j'étais malade parce que j'ai trop bu. Non. Tu es malade, tu nettoies et on va intervenir s'il y a la collectivité autour. Donc ça, c'est important. Alors, une particularité de notre service, c'est qu'on est une équipe très pluridisciplinaire. À l'occasion de 50 ans de la SBL, chaque fonction a un peu, on a fait un petit exercice de déterminer notre représentation, notre fonction. Les phrases vont s'afficher, voilà, on ne va pas les lire, mais on va vous présenter chaque fonction et un peu comment cette fonction travaille la thématique de l'alcool. Donc nous avons des petits messieurs qui arrivent chez nous. Et donc la première personne qu'ils vont rencontrer, c'est l'assistant social. Parce que d'abord, il y a un entretien d'accueil, ils prennent le temps avec l'AS pour faire le point sur leur parcours, sur leurs demandes, d'où ils viennent, où ils veulent aller. Donc l'AS devient vraiment une personne de référence au niveau social. Et il y a souvent comme ça, est souvent un repère pour la personne, vu que c'est le premier intervenant dans la maison d'accueil qui a pris le temps de les écouter et de les recevoir. Dans ce cadre-là, l'AS est souvent amenée à remettre le cadre lors d'entretiens formels, de rappeler à la personne, rappelle-toi, on s'est vu au début de ton séjour, c'est ce cadre-là qu'on avait mis ensemble, il y a tes objectifs, il y a ton plan d'accompagnement, etc. Et donc évidemment, par rapport à l'alcool, c'est un thème qui peut être abordé par les AS. Et alors ensuite, les éducatrices, il n'y a que les éducatrices, de en jour en tout cas, et qui elles vont être plutôt dans l'informel, dans le lien, qui va être créé notamment à la lecture du ROI quand la personne arrive, où elles vont mettre un cadre et elles vont pouvoir être vraiment dans le quotidien, dans le réapprentissage des gestes quotidiens. Donc il y a des tâches à effectuer par exemple dans la maison, donc il faut que tu laves ta chambre, il faut que tu puisses entretenir les locaux, que tu donnes un coup de main en cuisine. Et donc à ce moment-là, l'alcool va entrer dans l'équation à ce moment-là, où s'il y a des comportements problématiques, donc la personne ne vient pas parce qu'elle a trop bu, machin, c'est à ce moment-là les éducatrices qui vont pouvoir être dans le constat, grâce au lien qui a été créé, et dire voilà, il faut que, même si tu bois, il faut quand même que tu participes à la maison. Et ça peut entrer dans le travail effectué par la personne vis-à-vis de sa consommation d'alcool. Et donc il y a aussi les éducateurs de nuit, qui eux sont vraiment complètement dans le formel et vont travailler dans les comportements liés à l'alcool le soir, donc la journée. Et donc quand arrive la soirée, souvent les comportements problématiques arrivent à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'eux vont pouvoir travailler, autant que faire se peut, les comportements de la personne. Donc ils sont vraiment aussi dans le... Et je suis déjà là? Oui. Donc moi, mon rôle dans la maison, c'est de gérer vraiment tout ce qui est traitement, c'est très très basique, mais surtout de garder le lien entre la personne et son réseau médical existant s'il y en a un, de le créer s'il n'existe pas, et aussi et surtout de créer un lien avec la personne pour travailler tout l'aspect corporel et les problématiques physiques qu'elle pourrait avoir. Donc c'est un rôle parfois un peu difficile, étant donné qu'il y a des personnes qui arrivent après des années de rue et qui ont une relation avec leur corps qui est vraiment très compliquée. Alors, moi je suis assis, elle est assise là-dedans, qu'est-ce qu'elle vient faire? Je tente en tout cas d'essayer de créer un lien avec les pensionnaires, autour d'abord souvent d'échanges informels, donc je suis là au repas, je suis là aux tâches, je suis là au quotidien, et c'est vraiment d'abord de prendre contact avec eux. Et comme disait Vinciane, effectivement, quand je dis que je suis psy, ils me regardent tous avec des grands yeux. Donc d'abord, je suis Aurélie, bonjour, voilà. Et puis on apprend à se connaître. L'objectif, c'est de pouvoir les aider après à se poser dans un lieu, dans mon bureau, qui a des fauteuils très confortables, qu'ils puissent se poser et juste, on peut parler de tout ce qu'ils veulent, sans enjeu administratif, sans... Voilà, il n'y a aucun enjeu autour de ça, pour essayer de relire un petit peu
leur parcours et d'essayer de faire émerger de nouvelles choses pour sortir un petit peu des redondances et des répétitions qu'ils vivent. Ce qui est aussi très important, c'est le lien au réseau. Nous avons un accueil limité dans le temps, donc il est évident que je ne peux pas faire la psychothérapie dans le cadre de la maison d'accueil. Donc c'est sûr que le plus rapidement possible, le temps qu'ils aillent vers l'extérieur. Une des difficultés majeures, c'est que les listes d'attente dans les services de santé mentale sont juste énormes, et par rapport à notre public, la demande elle est là à un moment donné, elle sera peut-être plus là dans 2 mois. Et donc ça, c'est un réel problème auquel on est confronté. Donc c'est une urgence qui est là aussi. Maintenant on travaille avec cette urgence-là aussi. Donc voilà, mais le lien au réseau est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en place, qui est compliqué, mais qui reste vraiment une chose prioritaire. Et donc après, il y a les métiers les plus pratiques, je veux dire, donc les cuisiniers notamment qui travaillent tous les jours avec des personnes de la maison de vie communautaire. On vous expliquera après quoi c'est la maison de vie communautaire. Donc il y a des équipes qui travaillent en cuisine, et parmi ces personnes qui travaillent en cuisine, il y a des personnes qui ont des problèmes avec l'alcool notamment. Et donc le rôle des cuisiniers va être à ce moment-là de leur renvoyer un petit peu leur comportement. Donc s'ils arrivent en ayant bu, et que ça devient dangereux pour eux ou pour les autres, à ce moment-là, ils les renvoient la cuisine, ils disent non, tu reviendras quand tu auras saoulé, et on en parlera à ce moment-là, ou ils les renvoient avec l'équipe éducative. Alors il y a aussi l'employé de maintenance qui est là pour maintenir le bâtiment en état. Il y a beaucoup de travail, on accueille quand même pas mal d'hommes, donc il y a beaucoup de travail. Et donc lui, il est parfois en première ligne pour constater les dégradations, les chambres qui ne sont pas nécessairement bien entretenues, les comportements parfois déviants que nous ne voit pas nécessairement quand on est ailleurs. Et parfois aussi, il nous interpelle, forcément. Et aussi, avec certains usagers qui lui donnent un coup de main, un lien parfois plus facile se crée avec lui, parce qu'il n'est pas intervenant psychosocial. Donc il n'y a pas d'enjeu. Voilà, c'est l'employé de maintenance, et parfois les gars lui donnent un coup de main, et ça crée des liens positifs aussi. Et enfin, il y a la directrice, que vous avez vu tout à l'heure, qui, elle, est également du cadre institutionnel et de la philosophie de la maison, et qui a un rôle effectivement très important, parce qu'elle a une vue un peu plus globale de ce qui se passe dans la maison, et c'est quelqu'un de référence vers qui on peut se tourner quand il y a on est en difficulté, et avant de se tourner parfois vers le réseau si jamais on est vraiment pas... on ne sait pas quoi faire. Ce qui arrive quand même. Alors quand on a préparé notre intervention, donc le thème du colloque, c'est on est parti de la notion d'urgence, et on est dans le quotidien, comment est-ce qu'on fait avec l'urgence. Et donc on a commencé à parler du parcours de la personne. On s'est dit, quand ils arrivent, ils nous demandent des choses, mais il y a des urgences, ils ont besoin de trucs. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que nous étions tous les deux dans nos discussions dans un chaos total, une confusion entre ce qui est vraiment urgent, ce qui vraiment, demain, il faut que ce soit réglé, sinon rien ne va aller, et les demandes qui sont peut-être un peu plus administratives. Voilà, la carte d'identité, elle peut se faire dans 15 jours, c'est pas très grave. Et on se rend compte que ce melting pot, c'est vraiment en lien avec ce que vivent nos pensionnaires quand ils arrivent chez nous. Ils ne savent plus par quel bout prendre les choses. Tout est compliqué, tout les submerge. Donc nous avons décidé d'essayer de mettre un peu de l'ordre là-dedans. Et nous avons décidé... Ah oui, je vais placer. Donc on parlait de demande, de besoin, d'urgence. Et donc on a décidé de rassembler tout ça sous le terme nécessité. Alors, on a été voir dans le Pilarousse. Nécessité, c'est caractère de ce qui est nécessaire, de ce dont on peut se passer. Caractère de ce qui est inévitable, inéluctable. Besoin impérieux, chose nécessaire. Dénuement, pauvreté, privation de biens indispensables. Donc ça, pour nous, ça correspondait vraiment à comment la personne arrive chez nous. Elle est dans la nécessité de plein de trucs. Et donc, on a partagé les nécessités en différentes classifications, catégories. Donc il y a les nécessités qu'on appelle officielles, qui sont donc les demandes avec lesquelles la personne arrive. Donc c'est le discours un peu, entre guillemets, formaté par les différents intervenants que les personnes ont pu rencontrer. Donc en fonction de qui j'ai en face de moi, je vais lui dire ce qu'il a envie d'entendre. On connaît tous ce discours-là. Et donc on essaye, quand la personne arrive, de sortir de ça, de métacommuniquer éventuellement dessus. Ça on a déjà entendu 15 fois. Voilà, pose-toi, réfléchis, et de quoi as-tu vraiment besoin maintenant? Réfléchissons ensemble éventuellement, et on essaye de sortir un petit peu du niveau dit à tout le monde, quoi. Donc au niveau pratique, au niveau social, au niveau médical, les gens arrivent toujours avec des demandes qui sont préformatées, quoi. Alors il y a les nécessités non officielles, qui pour nous sont un peu en lien avec tous les besoins. Et ça, on le vit au quotidien dans la maison d'accueil. C'est le besoin
de sécurité, de réassurance, de liens bienveillants. Nous sommes avec des personnes qui ont un parcours jalonné de services, d'échecs, d'abandon, etc. Ils passent leur temps à tester le lien avec nous au quotidien. Donc c'est tout le temps, est-ce que je peux avoir confiance dans ces intervenants? Est-ce que je suis en sécurité dans la maison d'accueil? Est-ce que, voilà, parce qu'il se passe des choses que nous, on ne contrôle pas, évidemment. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont testées en permanence. Est-ce qu'un intervenant peut encore être bienveillant par rapport à moi? Est-ce que j'ai encore droit à ça? Je pense qu'ils arrivent avec toutes ces questions-là, en tout cas ces ressentis-là. Ce n'est pas nécessairement verbalisé, mais dans les relations qu'on construit avec eux, c'est quelque chose qui est vraiment vécu au quotidien. Ils ont quand même, la majorité des personnes que nous accueillons ont des grandes souffrances et des grandes tendances abandonniques. Donc c'est sûr que là, l'équipe se doit d'être solide et très réflexive par rapport aux relations qui sont en jeu avec les personnes. Nous avons aussi mis dans cette catégorie-là l'aspect parentalité. Donc nous accueillons que des hommes. Et c'est vrai que c'est très rare qu'ils viennent d'abord avec une demande par rapport à la parentalité. Et très souvent, ça arrive de manière informelle et implicite. Ils vont nous dire, tiens, j'ai un enfant, tiens, non, je ne l'ai plus vu depuis 1 an. Et souvent, c'est source de très grandes souffrances. Donc voilà, c'est important pour nous d'en parler aussi. Alors, donc il y a les urgences, ce qu'on appelle urgences, qui sont là alors, liées au manque, éventuellement des tensions soudaines qui arrivent, donc des personnes qui arrivent dans notre bureau, fais mon compte, je m'en vais, je peux plus supporter la vie de la maison, il y a un tel, ça fait 3 semaines qu'il me cherche, j'en peux plus, je m'en vais. Et quand on va interpeller ce genre de choses avec la personne, on va souvent arriver avec des plaintes physiques, ou alors comme je dis, des plaintes par rapport à la communauté, ou alors des traumatismes qu'ils ont vécu ou qu'ils sont en train de vivre et qui vont expliquer à peu près tout ce qui se passe dans leur vie. Il y a aussi là, tout l'aspect, ce que Pascal Jarry a appelé l'économie souterraine, donc le travail au noir, le business, tout ce qu'il peut faire. Donc, par exemple, on a un monsieur chez nous qui a perdu son GSM toutes les semaines pendant 2 mois, et le lendemain, au jour même, il en avait un nouveau, sans sortir de la maison. C'est quand même magnifique, hein. Je ne sais pas comment il faisait, à mon avis. Il avait rencontré Houdini, je ne sais pas, quelqu'un. Et donc, ça, c'est un monde à part entière auquel nous, le nôtre, se confronte souvent. Donc, c'est quelque chose auquel on n'a pas accès, parce qu'ils n'en parlent pas, ou très peu. Et donc, là, on arrive à une limite que nous, on a appelé le paradoxe du mandat, et que Aurélie va vous expliquer maintenant. Alors, on a essayé de faire un petit schéma. Alors, on a la catégorie entre guillemets hors norme, c'est très schématique, hein, donc voilà. C'est pas aussi simple que ça, évidemment. Donc, la norme, on l'a représentée pas trop fine, parce que c'est pas quelque chose de très clair. Et du côté de la norme, eh ben, il y a la société. La société, donc, elle est du côté de la norme, et nos pensionnaires, ils se trouvent plus ou moins écartés ou dedans, mais pas vraiment insérés dans la société. La société, donc la région Wallonne, qui nous subsidie, nous demande, comme le disait notre directrice tout à l'heure, s'il vous plaît, insérez-nous ces personnes-là qui sont hors normes pour qu'elles reviennent dans la norme. En 9 mois, ça j'en parlerai après. Nous, on se rend compte dans notre pratique, depuis quand même quelques années, que pour vraiment travailler avec les personnes que nous accueillons, c'est nous qui devons faire le mouvement d'aller vers eux. Ça ne sert à rien de les tirer et leur dire c'est ici le bon chemin. C'est nous qui devons aller dans leurs normes, dans la marge. C'est assez complexe, ça peut être très passionnant aussi, mais ça nous met dans un certain tiraillement, parce qu'en même temps, on a cette autorité qui nous subsidie, qui nous dit ramenez-les, et nous, plus on va à leur rencontre, plus on se dit mais on doit être dans le lien bienveillant avec eux, les respecter dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont vécu, et dans leur mode de fonctionnement. C'est des personnes à part entière qui ont leur mode de fonctionnement. Ça met une certaine tension dans le chef des travailleurs. Ça met une urgence dans notre quotidien. Dans le sens où on va tout le temps aussi entre cette envie d'être bienveillant par rapport à des personnes qui ont des souffrances terribles, et cet aspect un peu moralisateur de pour t'en sortir, il te faut un travail, pour t'en sortir, fais une formation, ça va tout régler, ça va te faire du bien, tu seras en activité, ça va aller. Même si on sait que pour certaines personnes ça fonctionne, heureusement, mais clairement pas pour toutes, ils ne sont pas tous là-dedans. Surtout qu'une particularité quand même en maison d'accueil, c'est qu'on accueille à partir de 18 ans jusqu'à 65 ans. Donc par exemple, on a des jeunes qui sortent de l'aide à la jeunesse, qui ont une mise en autonomie, qui ont perdu leur logement, qui ont perdu tout leur réseau professionnel d'avant, qui se retrouvent sans rien, qui n'ont plus de famille. Il y en a qui viennent d'être mis dehors de chez eux, tout pile à leur anniversaire des 18 ans, ils se retrouvent en maison d'accueil. C'est des situations assez complexes. Et on a aussi des personnes qui ont passé 15 ans en rue,
et qui essaient de se stabiliser dans un logement. Donc c'est des publics assez différents et on nous demande effectivement en 9 mois, remettez tout le monde entre guillemets à la bonne place. C'est assez paradoxal quand même. Je l'entends toujours bien. Ah ben oui, mais par rapport à ce problème de temporalité, c'est 9 mois qui nous mettent dans une tension terrible. Nous avons mis en place 2 projets. Donc, chez nous, donc, il y a une maison d'accueil, mais il y a aussi une maison de vie communautaire. La maison de vie communautaire, ce sont des studios individuels. Et là, il n'y a pas de limite dans l'accueil, dans le temps. Donc, on est vraiment dans le projet à long terme. On a remarqué quand même plusieurs fois que les personnes qui ont une difficulté avec l'alcool en maison d'accueil, une fois qu'elles peuvent se poser en maison de vie communautaire, dans un projet clair, avec une diminution de la pression au niveau du logement et au niveau de la... dire bah, où est-ce que je vais dormir dans 2 mois, je ne sais pas. Est-ce que je me retrouve tout seul dans mon logement? Mon Dieu, c'est vraiment très angoissant. Le fait d'être en maison de vie communautaire, ça permet de garder le côté un peu collectif, parce que les repas restent collectifs, etc., avec toute la SBL. On remarque quand même qu'il y a quelques pensionnaires qui sont vraiment stabilisés au niveau de leur consommation d'alcool, voire qui ont fait des demandes de cure, qui sont partis 2-3 mois à l'hôpital, qui sont revenus, et même s'il y a des rechutes, parce que ça fait partie de la vie, il y a une stabilisation vraiment de la consommation et du bien-être de la personne. Pour nous, ça, ce sont des signes assez positifs. Et donc, il y a aussi le projet Extramuros, donc on a une éducatrice à mi-temps qui fait l'accompagnement post-hébergement, à la demande toujours des personnes, il n'y a rien qui est imposé. Et le but, c'est de les accompagner dans leur logement, de pouvoir élaborer avec eux de quoi je vais avoir besoin, de pouvoir co-gérer avec eux au niveau financier s'ils le souhaitent, et de pouvoir vraiment co-construire avec eux au fil du temps. Et c'est un filet de sécurité. Donc au niveau de la construction, comment est-ce qu'on va fonctionner? Comment est-ce qu'on... Enfin, on aimerait en tout cas que ça fonctionne systématiquement. On va prendre un cas un peu pratique. Donc, Jean-Marc, hein, on va l'appeler comme ça. Qui est arrivé à la maison d'accueil il y a à peu près un an, un peu plus, qui est arrivé dans un état de physique, donc ça faisait 15 ans qu'il était en rue à peu près, en tout cas une grosse dizaine d'années, qui est arrivé à la maison d'accueil, donc héroïnomane, problème d'alcool, polytoxicomane, tout ce qu'on veut, pas en ordre, vraiment le clodo typique. C'est très péjoratif de dire ça, mais c'est l'image, enfin vraiment le stéréotype qu'il avait, quoi. Donc, il est arrivé, il a pris de l'alcool, etc. Il consommait de l'alcool dans la maison, ce qui lui permettait de tenir dans les murs. Il s'est refait une santé, et on l'a remis en ordre au niveau mutuel, au niveau administratif. Il a pu, pendant les 5 mois qu'il est resté à la maison d'accueil, recréer des liens avec sa famille, donc notamment une personne ressource qui était très importante pour lui, et il a pu reprendre contact avec ces personnes qui a pu l'aider par après. Et donc, on a essayé de créer un réseau avec lui à l'extérieur de la maison. Malheureusement, après 5 mois, il s'est fait piquer en train de consommer de l'héroïne dans sa chambre. On a dû le mettre dehors. Et donc, il est reparti en rue. Il a retouché le fond. C'est son mot. J'ai retouché le fond, j'en avais marre de cette vie-là. Il a de lui-même, il a eu les ressources de rentrer en cure, de faire sa cure et de reprendre contact avec nous. C'est lui qui a repris contact avec nous, parce que sa cure se finissait et il voulait avoir un filet de sécurité, quoi. Et sachant le lien qui s'était créé avec nous, il était quasi sûr en téléphonant qu'on le reprendrait. Donc on a essayé de faire ça de manière un peu réfléchie, et donc j'ai été le rencontrer là où il était, et j'ai retrouvé la personne en fait avec les ressources avec lesquelles il était parti. Et donc on a pu mettre un projet en place de là où il était, donc de sa cure, et il vient de revenir maintenant avec quelque chose de très clair. C'est quelqu'un qui a eu les 5 mois qu'il a passé, les premiers 5 mois, où il a pu reprendre confiance, en tout cas si pas en lui, en quelqu'un. Et cette confiance-là ne s'est pas rompue malgré le fait qu'il savait qu'il avait fait des bêtises, il a assumé, il est parti, mais il savait que quand il est parti, il savait bien qu'il n'avait pas tout perdu, je pense. Il avait au moins ce petit espoir-là, peut-être qu'il avait pris ça en partant. Et c'est là-dedans qu'on essaie de travailler le plus. Donc c'est vraiment dans le lien, et une fois qu'on a créé le lien, je pense qu'on a tout gagné, parce que la personne va reprendre ce dont elle a besoin parmi l'équipe et parmi le réseau qu'on connaissait de créer avec lui. Et donc, par rapport à la consommation d'alcool, pendant notre réflexion, encore une fois, on a pu se rendre compte de plusieurs fonctions. Donc, vous connaissez certainement la plupart d'entre elles, donc c'est l'automédication, donc les personnes qui ont des problèmes d'angoisse
où le santé mentale vont pouvoir gérer leur angoisse et leur stress via le produit alcool. C'est un passe-temps, ça donne évidemment du plaisir comme toutes les drogues. Ça crée un lien social, donc on connaît tous le bistrot du coin où les personnes vont boire parce qu'il y a des copains. Il y a l'anesthésie du corps et comme je disais plus avant, ça fait aussi partie de l'automédication, notamment pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Ne pas ressentir. Quoi. Et ne pas ressentir toute l'angoisse et toute la détresse parfois de leur situation, et notamment pour les personnes qui vivent en rue, depuis longtemps. Pour subir des temps comme ça, pour travailler en rue, je peux vous dire que l'alcool, ça aide vachement. Même pour le travail. Mais pas pour le travail. Nous, on a du café, c'est mieux. Alors, accepter de travailler avec l'alcool, ça permet quelque chose de très important. Le fait que nous, en tant que travailleurs, on peut prendre en compte la réalité de l'urgence de leur dépendance. Ça ne doit pas être caché, on peut le voir, ils peuvent le montrer. Ça veut dire alors qu'on peut en parler. Et si on peut en parler, ça veut dire qu'on peut créer du lien avec eux. Ce n'est pas un motif d'exclusion. De dire je viens de boire une bière dans ma chambre, mon Dieu j'ai craqué, ce n'est pas un motif d'exclusion. Ils reviennent avec un sac rempli de canettes, ce n'est pas un motif d'exclusion. Le motif d'exclusion, c'est par rapport au comportement. C'est des comportements déviants si ça pose un problème dans la collectivité. Et donc si on peut en parler, eh ben, on peut co-construire avec eux, sans risque. On parle bien de l'alcool, évidemment. Donc, si on essaie de schématiser un peu la manière dont on fonctionne. Donc, en fait, c'est un schéma, d'accord. Donc, on connaît tous le schéma de l'infini, ça tourne toujours. Donc, moi, j'essaie de représenter ça comme ça. Donc, les personnes, quand elles arrivent, quand on les rencontre dans notre milieu de vie, ça peut s'appliquer à chacun d'entre nous, je pense. Donc les personnes sont dans un cercle que j'ai appelé vicieux, j'ai mis des guillemets parce qu'on peut appeler ça comme on veut. C'est négatif, les personnes sont dans quelque chose de pas constructif en tout cas. Le but, en tout cas de notre approche, c'est de pouvoir être disponible pour la personne un maximum. Donc d'être présent dans la maison au quotidien, pendant les repas, pendant qu'ils font les tâches, pendant qu'on se croise dans un couloir, d'être dans l'informel, mais d'être disponible, y compris pour des choses compliquées et difficiles à vivre pour elle. Et donc cette disponibilité-là, c'est difficile à dire, nous permet d'être, à un moment donné, quand la personne sera dans le bon contexte, etc., d'être au bon endroit au bon moment pour que la personne puisse passer vers quelque chose de plus constructif. Donc ici on a déjà appelé le cercle vertueux, opposition à vicieux, mais c'est quelque chose qui permettra à la personne de construire quelque chose de plus de construire dans un sens avec nous. Donc là, tout l'enjeu est de rester disponible même quand la personne va bien. Pour pouvoir, à un moment donné, quand la personne aura des pensées négatives et qu'elle retournera dans un cercle un peu plus vicieux, en tout cas moins constructif, d'être à nouveau disponible à ce moment-là pour être au bon endroit au bon moment, pour qu'elle revienne quelque chose de constructif et à ce moment-là avoir encore plus d'espoir. En tout cas, ça permet de redonner confiance à la personne parce que je suis capable de faire des choses bien. Et je ne suis pas une loque qui ne sait rien faire du tout, quoi. Évidemment, tout ça se déroule dans un contexte. Chez nous, c'est la maison familiale, c'est une maison d'accueil, une maison avec une vie communautaire, avec des tiers, des gens qui interviennent dans la relation qu'on a avec la personne. Et tout ça est dans un cadre, on veut flottant. Je suppose que Nicolas vous en parlera tout à l'heure, mais un cadre flottant, c'est un cadre où donc ça, on a ROI, comme tout le monde, mais avec lequel on essaie de s'adapter à la personne. Donc si la personne a telle ou telle difficulté, on peut se permettre, un peu comme Vinciane, qui se permet de jouer avec son cadre, ben nous aussi, on essaie de s'adapter aux difficultés de la personne, tout en restant dans le cadre de la vie communautaire, évidemment. Et ça permet d'accompagner la personne parfois dans des choses un peu plus difficiles ou qui questionnent en tout cas nos limites à nous. Alors, un terme qui pour nous est vraiment très important, c'est ça qu'on a mis dans le titre, Nicologue, c'est la co-construction. Alors, juste pour un peu définir ça, la co-construction, c'est le fait de se dire que l'intervenant, il fait partie intégrante du système. Donc, c'est pas quelqu'un qui est extérieur, qui est neutre à la vie du pensionnaire. On partage avec lui, on est dedans avec, dans une position égalitaire.
Le but vraiment, c'est d'être dans une rencontre, dans un partage. On va partager les représentations, on va partager nos manières de voir. Voilà, c'est sûr que par rapport à la consommation, etc., nous avons un vécu différent de nos pensionnels. Mais ça, on peut en parler, comme on a dit tout à l'heure. Le fait d'être dans la co-construction, c'est aussi se dire, on va essayer un maximum de pousser la personne à élaborer un projet qui lui appartient à elle, pas à nous, pas à la société, elle. Ça veut dire qu'on accepte aussi que ça ne marche pas. On accepte que les personnes reviennent. Après 1 an ou 2, on a des personnes qui sont déjà venues 3, 4 fois. À chaque fois, on réévalue un petit peu la demande, mais on dit, mais le lien, il est là. On est le point de chute de la personne. Et s'il revient, c'est qu'il y a quelque chose qui a été travaillé en termes de lien et que c'est quand même un peu leur maison quand même. Et ça, on trouve que c'est déjà un outil très important. Là, on va quand même évaluer, on va discuter avec la personne, qu'est-ce qu'on va mettre en place de différent, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Par rapport à la consommation d'alcool, pour nous c'est très important d'être dans une vision circulaire. Donc, si on reste dans une vision linéaire, peut-être que la seule réponse à l'alcool, c'est se dire qu'il faut être abstinent. Si je suis abstinent, je suis guéri. Mais comme on a présenté tantôt les fonctions de l'alcool, si je ne bois plus, je vais peut-être me sentir vide, je vais peut-être rentrer en dépression, je vais peut-être avoir vraiment très mal physiquement. Donc tout ça, nous, on essaie de le prendre en compte. C'est pas si simple. Si c'était si simple, ils ne boiraient déjà plus depuis longtemps, ça c'est certain. Donc c'est vraiment la prise en compte globale, comme on disait tout à l'heure, et de faire avec eux, pas à leur place. On ne sait pas mieux qu'eux, on est à leur côté. Et donc pour nous, la co-construction, c'est vraiment un tissage, petit à petit, avec essai-erreur, avec circularité, pour essayer, sans prétention, comme Vincent disait tantôt, il faut être modeste avec notre public, tisser petit à petit quelque chose qui va peut-être tenir la route, sans pression. Plus on met la pression, plus c'est la cata. J'ai un petit exemple par rapport à ça. Il y a 3 semaines, devant mon bureau, s'est improvisée une discussion entre 2 personnes qui sont mises en vie communautaire et qui sortent toutes les deux de cure. Donc c'est des personnes avec des années de consommation d'alcool derrière elles, qui ont, grâce à leur parcours, décidé de faire une cure via chez nous. Donc elles sont parties de chez nous pour faire la cure, elles sont revenues. Et il y en a un qui est parti plus tôt que l'autre. Donc il est revenu plus avant que l'autre ne parte. Et donc, là, on va les appeler Raoul et Albert. Voilà. Donc Albert vient de sortir de cure, rencontre Raoul devant mon bureau et on commence à discuter de la fonction de l'alcool. Mais vraiment comme ça. Et tout ça est parti du fait qu'Albert me disait je ne sais plus, il y a des gestes du quotidien que je ne sais plus faire en sortant de sa cure. Et avant que j'ai pu répondre quoi que ce soit, Raoul lui a expliqué que lui aussi, il a eu une difficulté par rapport à ça à un moment donné, mais que lui, il a eu le réflexe de venir nous trouver et qu'on lui a réexpliqué le geste. Et Albert était tout paf, en fait, il s'est dit mais pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Et voilà, on a discuté un quart d'heure de ça. Donc, vraiment dans la proximité, tu dis on faut rester modeste, honnêtement j'en savais moins qu'eux. Pourtant j'ai une petite expérience au niveau de tout ce qui est produit. Pas personnellement, mais... je continue mon exemple. C'est bon, vous venez réveiller. Il vous suivez, c'est bien. Donc en fait, au niveau de l'expérience du vécu, ils ont un vécu de fou, ils ont ça beaucoup plus que nous. Et le tout, c'est que ça ne donne pas nous positionner au-dessus d'eux. Il faut garder une position basse au maximum. Et ça, on en parlera après. Mais le truc, c'est que même moi, j'étais impressionné par cet échange. Et c'était vraiment intéressant parce que c'est la preuve qu'il y a un lien. Ils sont entrés entre eux parce que le lien, ils ont confiance en nous, ils ont confiance en l'autre et ils prennent confiance en eux. Et donc Raoul, lui, avait confiance en lui et il a pu transmettre cette confiance à Albert. Alors, toutes les situations ne sont pas aussi belles. Non, évidemment. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on le raconte. Ce sont des personnes qui sont là depuis quand même quelques années, qui ont fait un gros travail chez nous. Et les conclusions qu'on pourrait avoir par rapport à ça, c'est est-ce qu'accepter que les personnes consomment, c'est tout accepter? Évidemment que oui. C'est la fête. C'est la fête tous les soirs. Je viens de le dire, c'est pas quoi lapsus. Donc non, évidemment que non. Il y a évidemment le cadre qui est là, qu'on ne peut pas tout accepter, il y a la vie à la communauté, on ne peut pas se permettre de laisser boire quelqu'un comme ça n'importe comment,
il peut boire de manière raisonnée, il peut boire... on essaie de raisonner effectivement cette consommation. Oui, et c'est déjà arrivé que des personnes soient exclues du projet de la maison d'accueil parce qu'ils sont en permanence sous l'influence de l'alcool, qu'il n'y a aucune gestion de la consommation et qu'il n'y a aucun travail qui est possible. Alors si on est tout le temps dans le frein, et voilà, moi je ne peux pas faire un entretien avec quelqu'un qui est mort sous, ce n'est pas possible, ça n'a aucun intérêt. Donc, et c'est valable dans toutes les fonctions. Donc on est, comme on dit, un peu flottant, mais à un moment donné, on est quand même là pour avancer dans quelque chose. On voulait partager avec vous cette phrase-là que nous avons découvert dans notre préparation. Donc c'est le psychiatre, le docteur Gomez, qui nous fait part de cette réflexion. Les patients font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent et sont prêts à faire. Le soignant doit admettre une résistance à lâcher la bouteille. Il doit éviter que la rencontre se construise comme un rapport de force, renforçant la position de toute puissance de son interlocuteur, d'armer son déni qui se concentre le plus souvent sur les moyens à mettre en œuvre. Et comment faire? En adoptant une position basse, naturelle, égalitaire, avec beaucoup d'écoute et de questions brèves. Et donc en préparant cette présentation, on s'est rendu compte dans nos lectures qu'il y avait quand même, notamment en France, pas mal d'institutions qui travaillent aussi avec l'alcool et surtout avec des personnes qui ont un long passé de rue et qui ont effectivement beaucoup de mal à se passer de l'alcool. Donc on vous a mis quelques titres qu'on a trouvé vraiment super intéressants. Et donc c'est surtout au sud de la France, donc on pense très sérieusement à aller s'expatrier là-bas. Et donc voilà, on voulait partager ça avec vous et vous proposer donc, de lire la revue Lien social numéro 1125, disponible au CEDS d'ailleurs. Petit moment pub. Peut-être à préciser que tous les... Dans ce dossier-là, il parlait vraiment de l'acceptation de l'alcool et que les constats sont les mêmes que chez nous. C'est-à-dire que nous, on constate depuis 15 ans une fameuse diminution des conflits, de l'agressivité et de la violence physique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dispute, qu'il n'y a pas de conflit, on n'est pas au milieu des bisounours, mais il y a vraiment une diminution au niveau de la tension qui est dans l'institution. Et aussi, ils observent, tout comme chez nous, une stabilisation des personnes qui ont comme ça un long passé de rue, etc. Ça permet vraiment aux personnes de se poser quelque part. Donc, par exemple, on fête Noël à la maison d'accueil toutes les années. Il y a de l'alcool à table. C'est le seul moment où il y a de l'alcool à table sur l'année. Mais voilà, le personnel est là, c'est nous qui servons à table et les personnes qui exagèrent sont raisonnées et on leur demande d'être, si c'est vraiment trop but, de retourner dans leur chambre pour que tout le monde puisse passer un bon moment. Et pourtant, encore une fois, la vie en communauté prime sur beaucoup de choses et donc le fait de pouvoir passer des moments comme ça conviviaux, comme on est une institution ouverte quand même, on est qu'un passage. Donc la société, quand ils vont aller dans leur famille, s'ils ont la chance d'en avoir encore une, s'ils vont fêter Noël en famille, ben, il y aura du vin, il y aura de la bière, il y aura le pouce-café. Alors pourquoi vraiment le mettre en dehors de tout ça dans une bulle chez nous, c'est pas l'idée. Quand ils seront dans leur logement, s'ils veulent boire un verre, ben, ils boiront un verre. Voilà, ce sera le cadre de la vraie vie et on essaie un maximum d'avoir ce cadre-là dans le quotidien. Merci à tous. Merci.